Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis né en 1921 à Paris et je suis directeur de recherche émérite au CNRS. J'ai eu une vie un peu aventureuse jusqu'à ce que je sois devenu chercheur au CNRS où j'ai fait ma carrière. Et puis beaucoup d'autres choses, mais qui prendraient beaucoup de temps. En 1946, vous avez été chef du bureau de la propagande du gouvernement militaire français. Oui. Ça consistait en quoi? Alors, tout d'abord, en effet, j'avais rejoint la première armée qui entrait en Allemagne et à l'état-major de la première armée. Et une fois que la paix avait été établie, la victoire, la zone française est passée entre les mains d'un gouvernement militaire. Et là, j'étais chargé de la propagande. Ça consistait en quoi? Eh bien, écoutez, moi, je faisais des petites affichettes avec des citations des grands auteurs humanistes allemands comme Goethe, comme Novalis, comme Walter Benjamin ou d'autres, qui exaltaient la liberté, et les valeurs humanistes, etc. En somme, j'essayais d'inculquer, d'apporter, sans faire de l'endoctrinement, mais des pensées. Je faisais par exemple, pour le 1er mai, j'ai fait faire des affiches où je voyais des qui se libéraient de chaînes, etc., pour faire l'émancipation des travailleurs. Enfin bref. Et surtout, personnellement, je cherchais beaucoup les anti-nazis qui avaient survécu, qui se trouvaient pas seulement en zone française, mais dans toute l'Allemagne. Et je dois dire aussi que j'étais ému par une sorte de curiosité de voir ce pays dont les villes étaient détruites, ravagées. Je voulais aller à Berlin, et Berlin était un monceau de ruines, et je m'interrogeais sur la mentalité des Allemands à cette époque qui était encore... avait subi l'endoctrinement nazi, n'arrivait pas à croire ce que disaient les Alliés. Enfin, et du reste, ça m'a poussé à écrire mon premier livre qui s'appelle L'an zéro de l'Allemagne et qui était une sorte de reportage sociologique sur ce pays-là à ce moment-là. Mais je dois dire aussi que moi, quand j'ai fait la résistance, j'ai fait la résistance contre le nazisme. Et jamais je n'étais anti-Bosch. Je veux dire, j'ai horreur de ces mots péjoratifs pour les étrangers, même s'ils sont des occupants. Et donc, si vous voulez, j'espérais dans des forces de résurrection démocratique de l'Allemagne. Et du reste, j'ai fait un article qui est apparu dans des revues allemandes à l'époque, qui s'appelait « Notre collaboration ». Pour montrer que cette collaboration qu'on propose est d'un type tout à fait différent que celle qu'imposaient les Allemands sous l'occupation aux Français. Que c'était une collaboration pour fraternellement faire renaître la démocratie. Bref, si vous voulez, j'ai fait cette expérience grâce à ce poste qui me donnait beaucoup de liberté. Et quand j'ai écrit mon livre, je suis revenu en France. Maintenant, avec toute cette expérience, toute cette expérience que vous avez menée pendant pratiquement un siècle, vous avez 97 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant de la propagande actuelle, de l'état des médias? Est-ce que vous avez un point de vue critique sur ce qui se passe en ce moment? Mais vous savez, la propagande est un mot... Bon, j'étais chef de la propagande, mais mon but n'était pas du tout d'inculquer des choses. La propagande, c'était quelque chose propre au régime totalitaire ou autoritaire qui inculquent leurs idées de façon monopoliste. Ma façon de concevoir la propagande, c'était de propager
les idées humanistes et démocratiques. Aujourd'hui, si vous voulez, le mot propagande, on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, mais s'il s'agit de vouloir à toute force promouvoir un message, lequel message n'est pas fondé sur des faits, sur des choses vérifiées, mais sur des données trompeuses ou des messages de caractère idéologique, xénophobe, raciste ou autre. Donc, je pense que la propagande est mauvaise. Moi, je pense que l'important, c'est l'information, et je dirais mieux que l'information, c'est la connaissance, parce que les informations seules, on n'a pas de sens. Il faut comprendre pourquoi. On vous informe, par exemple, que les 2 tours, on voit que les 2 tours de Manhattan ont été détruites par des avions pirates. Et on se dit, mais comment? Il faut contextualiser, il faut comprendre. À l'état brut, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, donc, on a toujours besoin d'une explication qui donne le contexte historique, le contexte psychologique, le contexte nécessaire pour comprendre les événements. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'il y a 2 choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, il faut une pluralité de sources d'informations pour qu'on puisse être éclairé. Parce que si la seule façon de pouvoir chercher la vérité à travers, c'est une pluralité de sources. Quand vous n'avez qu'une seule source, comme c'était dans l'Allemagne hitlérienne, la Russie, dans l'URSS stalinienne, dans la Chine Mao, etc., ou même actuellement dans d'autres régimes, les gens doivent avaler ce qu'on leur raconte et qui n'est pas vrai. On leur occulte beaucoup de choses et on leur raconte des choses qui sont fausses. Il faut une pluralité d'opinions, pluralité de sources d'informations. Ça, c'est une chose capitale. Mais une fois qu'on a cette pluralité de sources d'informations, il vous faut, alors à ce moment-là, un processus de connaissance. Comment situer cette information dans notre histoire, dans les événements, d'où ça vient, d'où c'est... Parce que toujours, l'information est inséparable de la surprise d'un événement. Plus l'événement est surprenant, plus l'information est importante. Par exemple, je vous ai cité les 2 tours, je pourrais vous citer l'explosion de mai 68 qui n'était prévue par personne. Ce qui est important, c'est l'événement inattendu. Alors là, il faut essayer de comprendre d'où il vient et quelles vont être ses conséquences. Même si on fait des hypothèses, il faut pouvoir les faire. Alors ça, c'est un travail des journalistes, des essayistes, des historiens. Mais moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes collaborations à la presse. Par exemple, quand il y a eu mai 68, moi, la presse n'avait aucune antenne dans le milieu étudiant, on ne comprenait rien. Moi, il se trouvait que j'avais des jeunes étudiants, collaborateurs, etc., qui étaient dans le mouvement, et qu'à partir de toutes mes sources d'information et que de ma présence dans ces événements, j'ai pu faire dans Le Monde des articles essayant d'éclairer l'événement. C'est ça le problème, il faut éclairer les événements. Vous avez un regard critique sur la presse du XXIe siècle? La presse? Un regard critique sur la presse du XXIe siècle, l'état du journalisme au XXIe siècle. Oui, parce que je pense, si vous voulez, qu'il y a pratiquement plus de presse totalement indépendante, que la plupart des organes, enfin que les organes quotidiens et hebdomadaires les plus connus, sont entre les mains de puissances financières qui parfois laissent une relative liberté aux rédacteurs, mais avec quand même un certain nombre d'impératifs, de tabous, voire d'obligations. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on a une presse plurielle, que le Parisien et le Figaro, c'est pas tout à fait la même chose que Le Monde, que la Libération, mais c'est vrai aussi que la presse totalement indépendante est rare.
Bon, vous avez le cas de Mediapart, qui est une presse pas écrite, mais qui est, disons, de type informatique, à travers Internet. Vous pouvez avoir des petites publications minoritaires. Il y a encore possibilité de s'exprimer. Alors, il y a ça. Et il y a aussi le culte du sensationnel. Et c'est vrai que, bon, les grands événements sont sensationnels, mais le besoin de sensationnel fait qu'on va sensationnaliser des événements minuscules, et surtout, on va sensationnaliser des problèmes de vie privée, parfois soit indiscrets, soit des liaisons d'un président de la République, soit superficielles et superfétatoires. Moi, je vois le nombre dans l'ordinateur, dans mon mail de différents organes qui vous parlent de petites histoires de Brigitte Macron absolument insignifiantes. Je veux dire qu'il y a aussi ce que disait très justement le philosophe Castoriadis, décédé malheureusement, il y a la montée de l'insignifiance. Cette insignifiance se traduit effectivement par des gros titres sur des petits riens, sur tel présentateur de télévision qui se fâche avec son invité, ou vice-versa, sur ce qu'a dit M. Éric Zemmour, sur ce qu'a dit... On est dans le secondaire, l'insignifiant, les petites phrases grotesques. Dans l'écume des choses. Hein? Dans l'écume des choses. Dans l'écume des choses, oui. Dans l'an zéro, vous parlez du somnambulisme en proie à la faim et aux rumeurs, pour décrire les Allemands. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec, si je peux me permettre de dire, la population à l'heure actuelle? Est-ce que notre population est dans un état de somnambulisme en proie à la faim et aux rumeurs, aux fake news? Alors, c'est une question très pertinente, et avant d'y répondre, je vous parlerai de mon expérience des années 30 à 40, qui correspondent à mon adolescence, et qui ont vu quoi? Elles ont vu d'abord la crise économique mondiale. Elles ont vu la crise de la démocratie en France avec les émeutes du 6 février 1934. Elles ont vu l'arrivée de Hitler au pouvoir. Elles ont vu l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Elles ont vu la guerre d'Espagne où l'Allemagne et l'Italie sont intervenues pour la victoire de Franco. Elles ont vu les accords de Munich qui ont fait que finalement Staline a fait le pacte germano-soviétique. On a vu le pacte germano-soviétique, on a vu la guerre. Mais la montée vers cette chose-là se fait dans un état de somnambulisme. Quelques esprits disaient oui, attention, c'est dangereux, on va vers la guerre. Mais la plupart des gens ne sentaient pas ou vivaient au jour le jour ou ne voulaient pas voir les choses. Et on est entré dans... Et même si vous voulez, la déclaration de guerre a été faite dans un état de somnambulisme. Pourquoi? On déclare la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle a envahi la Pologne. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour aider les Polonais? Rien. On n'a pas bougé. On déclare la guerre pour ne pas la faire. Et pour pendant un an attendre, c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre, attendre l'invasion qui elle-même surprendre l'état-major incapable, lui-même somnambule, incapable de comprendre ce qui se passe. Donc, moi j'ai vécu cette époque-là, et je pense que dans des conditions différentes, nous vivons une époque de somnambulisme. On vit au jour le jour. Hein. Parce que si on essaye de regarder vers le futur, on est angoissé, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais aussi, les politiques, elles ont perdu le sens de la prospective, le sens d'une voie vers l'avenir. On cherche simplement un peu plus de croissance, s'il y a la croissance, un peu plus de PIB, un budget plus équilibré. La politique s'est réduite à une économie elle-même au jour le jour. On va supprimer des postes pour alléger le budget. Ah, on va en augmenter ailleurs. On est toujours dans... On n'a pas de pensée qui voit, qui essaye de voir où l'on va, qui essaye de voir les périls. Parce que pourquoi somnambulisme?
Parce que pendant ce temps-là, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, les pollutions énormes des villes, et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines, lesquelles vont elles-mêmes déjà commencer là où règne l'agriculture industrialisée en Afrique, et où les malheureux paysans sont obligés d'émigrer dans les conditions que vous savez. Donc, il y a un futur inquiétant. L'arme nucléaire se multiplie, elle se propage, elle ne sait pas qu'elle s'est arrêtée, et puis elle va se miniaturiser. L'économie mondiale, les économistes vous disent qu'on est à la merci d'une nouvelle crise, etc. On ne sait pas. En tout cas, cette économie-là produit beaucoup d'inégalités et par là est productrice de futurs désordres. Donc, si vous voulez, on est emporté dans un processus très difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas vers où il se dirige, mais en tout cas vers des périls certains. Et donc, on vit au jour le jour. Et donc, c'est vrai. Et c'est du reste ce que de temps en temps j'essaye d'énoncer, mais ça ne sert à rien. On ne réveille pas, on ne peut pas éveiller. On ne sait pas quand est-ce qu'on... Et c'est toujours au dernier moment qu'on est... D'ailleurs, on s'est réveillé brusquement quand il y a eu la ruée des troupes allemandes en France et que des millions d'entre nous ont fui dans les routes. Hein. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être la même chose. Ce n'est pas une puissance hégémonique comme l'Allemagne qui nous menace. Mais la menace, elle est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus mélangée. Mais on voit que tout ça va s'entre-déterminer. Vous avez quand même aussi une nouvelle force internationale qui est le djihadisme. Certes, c'est une minorité, une petite minorité dans le monde musulman, mais elle est partout et elle est totalement fanatique. Alors, bien entendu, on dit, on croit que c'est nouveau. Non, il y a eu des millions de morts provoqués par le goulag en URSS, il y a eu des millions de morts provoqués à Auschwitz sur le vent, et maintenant, ces gens-là commencent à massacrer. Bon, mais disons, on n'est pas sorti d'une barbarie. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, ça croît, disons, la force et la coalition de deux barbaries. La première barbarie, nous la connaissons, elle s'était déchaînée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et avec notamment le nazisme. Et cette barbarie-là, elle revient sous de nouvelles formes. Est-ce que le capitalisme est une barbarie? Alors, on peut dire que ce qui est barbare, c'est le caractère incontrôlé et illimité du profit, et aujourd'hui de la finance qui contrôle un peu tous les secteurs. Le capitalisme n'est pas une barbarie tant qu'elle est contrôlée. Par exemple, tant qu'il y a eu l'État-providence, tant qu'il y a eu des pouvoirs des syndicats, tant que ce pouvoir économique a été contrebalancé, il n'était pas barbare, il faisait partie de l'économie, il avait ses côtés très négatifs et ses côtés positifs. Là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrôle, il se déchaîne. Donc on peut le considérer que c'est cette forme nouvelle fondée uniquement sur le profit et le profit financier. Et moi je dis que donc la barbarie, c'est évidemment la haine, c'est le massacre, c'est le mépris, c'est la torture, c'est toutes ces choses qui reviennent aujourd'hui, ici, là. Hein. D'ailleurs, vous savez, elle a fonctionné pendant la guerre d'Algérie, et on nous le remet en mémoire fort heureusement maintenant. Il y a cette barbarie. Mais l'autre barbarie, vient du cœur de notre civilisation, c'est-à-dire où domine le calcul, le profit, et on voit tout par des chiffres, et des chiffres qui empêchent de voir les problèmes humains qui sont...
parce que par le calcul, vous ne connaissez ni la souffrance, ni le bonheur, ni la tristesse, ni la joie. Et c'est le calcul, tous nos dirigeants, nos technocrates, nos éconocrates, ils nous connaissent par le calcul. On est des objets de calcul. Et à mon avis, ces deux barbaries sont alliées. Déjà, ça avait commencé avec Hitler, parce qu'à la barbarie des camps d'extermination, c'était allié une barbarie industrielle. On récupérait les cheveux, les dents, les déchets des victimes pour en faire de nouveaux produits industriels. Donc, si vous voulez, ce sont ces deux barbaries qui nous menacent et devant lesquelles nous sommes à peu près somnambules. Alors là, vous avez par exemple, après la démission de Nicolas Hulot, une partie de l'opinion commence à dire mais tiens, il y a beaucoup de lobbies financiers qui contrôlent les ministères, qui empêchent telle politique. Mais après, on oublie, on vit au jour le jour, on retombe dans le somnambulisme. Et vous savez, il y a Héraclite, le vieux philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, il a une formule merveilleuse, il dit « éveillés, ils dorment ». Eh bien, nous dormons éveillés. Est-ce que vous avez une piste pour créer un électrochoc auprès de ces somnambules? Non, je ne peux pas créer un électrochoc. Et je pense que certains arrivent, disons, un petit électrochoc comme la démission de Nicolas Hulot. Des choses comme ça peuvent arriver. Non, moi, ce que j'ai une façon de penser qui peut nous orienter vers une autre voie. C'est ça. La méthode. Hein? La méthode. La méthode. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Voie. Et dans La Voie, j'essaye de penser à ma façon des choses que les gens pensent en termes contradictoires. Par exemple, je prends le thème de la croissance et je prends celui de la décroissance. Bon, moi je pense qu'il faut savoir ce qui doit croître, une économie plus solidaire, et ce qui doit décroître, c'est une économie de la futilité, une économie de consommation nocive. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire croître une économie utile et faire décroître une économie nocive. Bon, comme le développement, bien sûr, il faut un développement technique, économique, mais si vous détruisez les solidarités traditionnelles des civilisations, vous faites une nouvelle barbarie. Donc, il faut développer et envelopper. Et j'ajouterais, il faut la mondialisation. Qu'est-ce qu'elle a de positif? C'est qu'elle permet une mondialisation culturelle importante. Moi, je suis très heureux d'avoir vu hier le film Burning, le film sud-coréen, qui est un très beau film, comme j'ai vu des films admirables qui viennent des autres continents. Alors, je suis pour la mondialisation culturelle, pour des échanges, mais la mondialisation qui crée la désertification humaine et économique dans certaines régions, dont nos régions, non. Il faut mondialiser, mais localiser. Plus on mondialise, plus il faut localiser. Plus il faut sauver nos territoires. Donc, moi, j'ai cette vue que j'appelle complexe, en fonction de ma façon de penser. Et je pense qu'à partir de ceci, on pourrait ouvrir une nouvelle voie. Donc, le vrai problème, c'est qu'il y ait assez de force bouillonnante, intellectuelle, pratique. Parce que vous savez, dans notre société, comme partout, il y a partout des oasis de solidarité, de fraternité, aussi bien à partir d'agroécologie, d'éco-quartiers, d'associations multiples. Il y a l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de bouillonnement. Vers quoi? Vers ce que on souhaite, ce que chacun souhaite, c'est-à-dire vers un peu d'épanouissement individuel au sein toujours d'une communauté fraternelle. Et il y a ces mouvements-là, mais ils sont dispersés, il n'y a pas une pensée directrice. Moi, je crois que tant qu'il n'y a pas une pensée directrice, on ne pourra pas aller dans cette nouvelle voie. Moi, j'ai essayé de formuler cette pensée. J'ai eu quelques lecteurs, mais aucun politique sans doute ne s'est inspiré. Mais je pense qu'on peut trouver une autre voie. Voilà. Mais je ne pense pas que... Et les électrochocs, ils viendront d'eux-mêmes. Mais vous savez, par exemple, la canicule qui a eu cet été n'a pas été un électrochoc. Les gens n'ont pas été contents du tout.
Mais ils n'ont pas compris que c'était déjà la prémonition d'un réchauffement. Quand Nicolas Hulot parle d'effondrement, des espèces, d'effondrement des ressources, vous, du haut de votre grand âge, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait sentir la barbarie revenir? Ça vous fait penser à quoi? L'effondrement. L'effondrement, le collapse. Le collapse. Écoutez, moi je pense que j'ai lu des livres intéressants sur la question. Lesquels? Ils sont très logiques. C'est l'effondrement qui vient. C'est comment on peut s'effondrer. Hein, voilà. Et bon. Alors, dont les deux auteurs, je n'ai pas leur nom en tête, mais enfin... Pablo Servigne, non? Hein, voilà. Bon, enfin, écoutez, j'ai lu une bonne littérature. Je pense que les processus actuels y conduisent, c'est logique. Mais mon espoir, c'est que souvent, la vie échappe à la logique. C'est-à-dire qu'il survient des initiatives créatrices qui ne sont pas logiques. Disons l'apparition, si vous pensez dans le passé de Bouddha, du prince Sakyamuni, qui a transformé, créé une nouvelle religion pour au moins une grande partie de l'Asie, c'était un événement imprévisible. C'est comme le christianisme qui était sorti, un petit truc marginal dans une petite province de l'Empire romain, invisible aux contemporains, et qui en 3 siècles est devenu une religion. Vous avez l'imprévu, l'imprévisible, le créatif surgissent dans l'histoire. Moi, j'espère en tout ça. Si je peux y contribuer, tant mieux. On fait quoi des religions? Des religions? Ouais, on en fait quoi? On les jette? Non, on discute avec eux? eux? Vous savez, les religions sont d'abord des religions. La religion la plus matérialiste, la plus technique, est en même temps la plus religieuse, ce sont les États-Unis. Un pays, ou plutôt l'Union soviétique, en 70 ans, a essayé d'extirper la religion orthodoxe, elle l'a rendue plus forte que jamais. N'essayons pas d'extirper les religions. Par contre, faisons un effort pour que les religions reviennent à leur source la meilleure. Alors, quelles sont les sources? Pour le christianisme, c'est évident, c'est le message de fraternité de Jésus qu'on trouve dans les évangiles. Et c'est pas l'Inquisition, c'est pas les croisades, hein, c'est pas l'antijudaïsme, c'est pas tout ça. Non, c'est les sources qui ont animé aussi, qui ont animé depuis Saint François jusqu'à l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Bon, l'islam, la prière islamique. Elle parle d'Allah, le clément et le miséricordieux. Donc vous avez aussi cet élément, ce qui n'empêche pas que historiquement, l'islam a été une religion conquérante, brutale. Bien sûr, elle n'a pas commis l'inquisition comme le christianisme, mais elle a eu aussi sa part de barbarie. Et aujourd'hui, il y a une partie, évidemment, qui est barbare. Mais ces religions devraient retourner à leur véritable source. Bon, quant au bouddhisme, bon, ces sources sont très pacifiques. Ce qui s'est trouvé, c'est qu'aujourd'hui, dans des pays bouddhiques où il y a, hindouistes, où il y a coexistence avec de l'islam, le choc des deux religions transforme l'hindouisme, pardon, ou le bouddhisme, en entité agressive, quoi. Donc ça s'aggrave. Mais ces religions ont toute une source. D'abord, la vertu, disons, du bouddhisme, du christianisme, de l'islam, c'est d'être des religions universalistes. Elles s'adressent à tous les êtres humains, de tous les continents, de toutes les races. Or, moi je dirais à ces religions, surtout les monothéistes, je leur dirais, la seule test qui montrera que vous ayez progressé en retournant à vos sources, c'est que vous travaillez à faire de Jérusalem une ville désarmée, une ville libre, et libre de vos religions
Voilà. Mais tant qu'ils ne réussiront pas à s'entendre, je pense que les religions... Mais regardez, le pape François joue un rôle très positif dans son message, aussi bien sur l'économie que sur l'écologie. Vous pouvez voir dans ces religions des moments absolument... disons, aujourd'hui, le christianisme, disons, sous cette forme-là, est retourné véritablement à sa source. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous avez un ami imaginaire? Est-ce que vous croyez dans un Dieu, dans une foi particulière, mis à part la fraternité? Écoutez, je pense que les dieux, ce sont des créations humaines. Et ce qui est très remarquable, c'est que quand une communauté humaine croit en un dieu, ces dieux, ils prennent une existence objective pour les croyants. Ils leur donnent de les adorer, de les supplier, de tuer ou de mourir. C'est-à-dire que nous créons des dieux qui existent, et c'est vrai pour tous les dieux de l'Antiquité, Mithra ou Apollon ou tous ces dieux, et c'est vrai aussi pour nos dieux actuels, à mon avis. Donc, si vous voulez, je ne suis pas croyant. Je pense qu'il y a un mystère de l'univers que la raison humaine est incapable de saisir. Je pense que même, du reste, les sciences nous y conduisent. Parce que quand les sciences astrophysiques essayent de s'interroger sur l'univers, sur l'origine du monde, ben, elles arrivent devant des paradoxes. Ce monde plein d'énergie assorti du vide, mais comment le vide peut créer de l'énergie, etc. C'est-à-dire, on ne sait pas, on ne comprend pas. Disons, pourquoi il y a un univers plutôt que rien, on ne le sait pas. Il y a un grand mystère. D'où vient cette créativité qui caractérise l'évolution biologique, qui a créé les fleurs, qui a créé la diversité du monde animal, qui a créé tout ça, qui nous a créé, nous. Bon, elle est dans la nature, comme disait Spinoza, mais moi je crois que notre monde est étonnant, notre monde est fabuleux, notre monde a des choses horribles et des choses merveilleuses, mais je ne peux pas dire quel est son secret. Son secret échappe à l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qui me reste à faire, c'est de m'émerveiller des beautés du monde, pas seulement des beautés de la nature, qui sont innombrables, y compris les couchers de soleil, des beautés architecturales, des beautés des personnes, des beautés des belles œuvres, des beautés, et pour résister, comme on peut, aux horreurs du monde, à tout ce qu'elle porte, comme mort, destruction, barbarie, etc. Comment on fait pour résister? Sans perdre la tête. D'abord, on résiste dans son esprit, on n'entre pas dans ces logiques barbares, on n'y consent pas. La première résistance est une résistance de l'esprit. Vous savez, sous l'occupation, les premières résistances ont été des résistances de l'esprit. Après, quelques individus se sont associés pour résister. Mais on dit non, on peut pas accepter ça. Alors, on essaye de faire comme on peut. Une question d'Internet. Le mal est-il nécessaire pour ensuite laisser place au bien? Écoutez, je ne peux pas répondre. La seule chose que je peux dire, c'est depuis que l'origine de l'univers, ce que nous ont appris les astrophysiciens, c'est qu'il y a à la fois des forces d'union, d'association, qui ont créé les atomes, les molécules, les astres, les galaxies, et des forces de désunion, de destruction, qui ont détruit l'antimatière, qui font que les étoiles, à un moment donné, meurent et éclatent, qui fait qu'il y ait des trous noirs, etc. Et quand vous prenez l'évolution biologique, vous voyez également aussi, comme disait Héraclite, que concorde et discorde sont père et mère de toutes choses. Vous voyez pas seulement la lutte pour la vie, la prédation, qu'on se mange les uns les autres, vous voyez des phénomènes de coopération innombrables, pas seulement à l'intérieur d'une espèce, mais entre les champignons et les arbres, entre les abeilles et les fleurs, etc. Vous avez de la coopération et la compétition, vous avez des forces d'union et des forces de mort. Et quand vous voyez l'histoire humaine, au niveau humain, c'est pareil. Vous voyez ce que j'ai appelé la barbarie, c'est-à-dire les forces de mort, qu'on peut appeler thanatos, du mot grec, qui signifie la mort, et les forces d'union, d'amour,
qu'on peut appeler Eros, du mot grec qui signifie l'amour, et le lien entre Eros et Thanatos existe le début de l'univers, existera jusqu'à la fin, leur combat durera jusqu'à la fin, il est inextricable, et la seule conclusion que j'en tire, prenons le parti d'Eros contre celui de Thanatos. Je voudrais qu'on discute de la mort. De la mort? De la mort. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est votre rapport à la mort? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, mon rapport à la mort, il est multiple. Premièrement, parce que ma mère a voulu m'avorter parce qu'elle avait une maladie de cœur. Donc j'ai risqué la mort en tant qu'embryon. Ensuite, je suis né mort, étouffé. Le gynéco a dû me tenir par les pieds, me gifler une demi-heure pour que je pousse un cri. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans, j'étais enfant unique, ça a été peut-être l'événement le plus tragique et le plus important de ma vie. Ensuite, quand j'ai décidé d'entrer dans la résistance au début de 1942, j'ai couru le risque de mort en sachant qu'à l'époque, je pouvais survivre en me plaquant, mais que si je voulais vraiment vivre, il fallait que je risque ma vie. Et j'ai eu aussi beaucoup de camarades qui sont morts sous la torture ou bien déportés. Donc, si vous voulez... et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'homme et la mort » parce que justement, c'est un problème qui m'intéressait, qui m'importait. C'était sur les attitudes humaines à l'égard de la mort. Alors, moi, personnellement, je suis double. C'est-à-dire, d'un côté, non seulement je pense, mais je sens que quand je participe à ces forces d'union, à Eros, à la fraternité, à ce qui m'enthousiasme, ce qui me donne de l'ardeur, je pense que l'angoisse de mort est refoulée. Et puis j'ai des moments de vide où brusquement je me dis mais c'est moi, c'est pas seulement mon corps, mais c'est mon moi, mon jeu qui vont s'anéantir, c'est le monde qui va s'anéantir. À ce moment-là, j'ai un sentiment de vide, et puis après, ça disparaît, et je reviens à cette idée que il n'y a que, si vous voulez, dans la communion et dans l'amour que l'on trouve la riposte à la mort. Je dis, vous savez, le cantique des cantiques dit que l'amour est fort comme la mort. Il n'est peut-être pas aussi fort, mais il est très fort et peut la refouler. Revenons à des choses plus terre à terre. Emmanuel Macron. Oui. Pour vous, c'est un bon président, un mauvais président? Qu'est-ce qu'il a amélioré? Qu'est-ce qui fait peu de choses? Qu'est-ce qu'il a comme point positif? Vous savez, moi, c'est trop tôt pour que je lui mette une épithète de bon ou de mauvais président. C'est une personnalité, tout d'abord, qui m'a frappé par son énergie, sa culture mais je dirais même sa stratégie. J'ai aussi été sensible au fait que c'est un être qui a transgressé les coutumes bourgeoises provinciales en épousant une femme plus âgée qui était son professeur. Bon. Alors ça, ce sont toute une série de traits personnels. Mais il y a deux choses qui me mettent sur la réserve. La première, c'est sur le plan personnel. Il y a un peu trop de paroles lancées comme ça, spontanément, qui témoignent d'une méconnaissance des réalités vécues, et je dirais même du mépris pour ceux qui ne réussissent pas. Alors que moi j'aime beaucoup les gens qui ne réussissent pas, parce que la réussite économique, pour moi, n'est pas un signe de grandeur, mais parfois c'est un signe qu'on a pu employer des procédés pas très beaux pour aboutir, pour réussir. Enfin, parce que des paroles comme il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, des paroles comme il y a des gens qui ne sont rien, des paroles comme je souhaite que les Français soient millionnaires, soit rêvent d'être millionnaires, toutes ces paroles montrent qu'il est dans un autre univers. Et je pense aussi que
son expérience économique fait qu'il est persuadé de la légitimité de ce libéralisme économique qui consiste à favoriser l'entreprise, c'est-à-dire finalement les possédants d'entreprises, qui en fait utilisent ces subventions pas nécessairement pour l'investissement, mais pour la répartition des bénéfices en actions. Enfin, voilà. Je pense qu'il est dans un univers économique et qu'il essaye d'améliorer par des mesures budgétaires comme des coupures de postes de fonctionnaires ou autres, des économies, qu'il est dans ce qu'est l'économie le plus classique. Bien entendu, il essaye sur le plan international de relancer l'Europe, de faire des choses, mais je pense que... Alors, quel est mon espoir? Mon espoir, c'est que quelqu'un qui veut laisser sa marque dans l'histoire, s'il continue dans le sens actuel, il ne laissera pas une marque grande, parce qu'il continue la politique. On ne peut laisser sa marque dans l'histoire que si on suit une nouvelle voie. Et c'est un peu, disons un peu comme après la crise de 29, ce qu'a fait le président Roosevelt, qui a fait un New Deal. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un New Deal possible français, mais sur la base d'abord des énergies propres, une politique massive pour des énergies propres, une politique de dépollution des villes qui, à ce moment-là, donnera du travail, des parkings, de la piétonisation, etc., de dépollution des campagnes avec dépollution de l'alimentation et de la consommation. Enfin, il y a une grande politique possible qui serait en même temps un exemple pour l'Europe et pour le monde. Et je pense que c'est... J'espère qu'un jour, il pourra s'orienter là-dessus. Voilà. Mais pour le moment, je suis sur l'expectative. Je ne veux pas faire... Je ne suis pas un pamphlétaire, donc je ne tiens pas des propos anti-Macron. J'ai fait une fois un article dans Le Monde où je parlais du double jeu de Macron, J-E, pas G-E-U, où j'essayais de me persuader que vu qu'il est capable de transgresser les règles, y compris quand il s'est lancé à la course à la présidence, il est peut-être capable encore de transgresser, mais avec incertitude. Donc, voilà, je pense que la démission de Hulot est un signe, pour moi, plus inquiétant que positif, parce qu'il montre que ce gouvernement reste dans la logique des lobbies financiers et que finalement, tout ça, c'est le monde ancien, c'est l'immobilisme, c'est pas le nouveau monde. Je voudrais qu'on parle d'Edward Snowden. Edward Snowden. Snowden? Ah, oui. Julian Assange? Les lanceurs d'alerte sont utiles, parce que si vous voulez, finalement, Internet révèle toute son ambivalence. D'un côté, c'est un moyen de contrôle incroyable des pouvoirs sur nous, et d'un autre côté, il suffit un mathématicien très doué, capable de déchiffrer des codes secrets, et capable de lancer des alertes, d'informer l'opinion mondiale sur des secrets d'État qui sont nécessaires à notre connaissance de citoyens. Donc je pense que Snowden est tout à fait louable. Pourquoi on ne leur donne pas l'asile? Pourquoi on ne leur donne pas l'asile? L'asile politique? Ah, si ça tenait qu'à moi. Mais là aussi, je pense que y a beaucoup de cas où la France manque à sa tradition d'hospitalité, et pas seulement pour Snowden, mais aussi dans d'autres cas de migrants et de réfugiés. Est-ce que vous avez des pistes pour résoudre le conflit israélo-palestinien? Écoutez, au point où nous en sommes, la situation est totalement bloquée. Mais sinon, les solutions étaient connues. Les solutions, c'était quoi? C'était 2 États coexistants avec une double capitale à Jérusalem, un statut pour les réfugiés et
C'était ça. Mais cette solution est devenue quasi impossible avec la colonisation massive de la Cisjordanie, avec la coupure entre Gaza et la Cisjordanie, et avec la décomposition de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire qui pourrait renaître si Barghouzi, lequel est en prison, était libéré par Israël. Donc, actuellement, il est évident que s'il y avait la possibilité d'une conférence internationale sur l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient, qui pourrait inclure la question israélo-palestinienne en même temps que Syrie, Irak, hein, ce serait une chose utile. Mais pour le moment, nous n'en voyons pas les possibilités. Donc, si vous voulez, moi, mon attitude, c'est que je n'oublie pas un peuple malheureux, un peuple qu'on tente à oublier, les Palestiniens, mais je ne vois plus aujourd'hui de piste. Voilà. Mais je sais que l'histoire est changeante, on peut trouver des conditions nouvelles. Il y avait déjà cette proposition ancienne de l'Arabie saoudite qui correspond à ce que je vous ai dit, mais actuellement, les alliances que conclut Netanyahou un peu partout, et notamment avec des régimes européens comme Hongrie, etc., montrent que le pouvoir de droite israélien se fortifie sur le plan international et sur le plan local. Et actuellement, je ne vois pas d'issue. Est-ce que vous connaissez Krishnamurti? Ah oui, je l'ai lu, oui. Oui. Eh ben, c'est un sage, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous gardez de son enseignement? Écoutez, je garde une tentative d'arriver à une vision du monde plus sereine, plus ouverte, plus cosmique. Je pense... Et vous savez, il y a Krishnamurti, mais il y avait auparavant, votre génération ne les connaît pas, c'était Romain Rolland qui avait écrit des livres sur la vie de Ramakrishna, la vie de Vivekananda, d'Aurobindo, c'est-à-dire c'était des sages syncrétistes hindous qui, en quelque sorte, prenaient le meilleur de la culture occidentale et le meilleur de cette culture hindouiste, comme Krishnamurti. Et dans le fond, moi, je pense que c'est très bon parce que nous devons prendre beaucoup aussi de l'Orient. Là aussi, c'est comme dans l'Occident, il y a des choses, un humanisme merveilleux, surtout quand il est sensible à la souffrance, comme l'humanisme de Tolstoï ou de Dostoïevski. Et vous avez aussi vous avez quelque chose aussi d'un sentiment humaniste et cosmique, beaucoup plus large en Orient. Et vous avez en Chine la double tradition, le Tao et confucéenne, qui sont des traditions très riches. Et tout ce qui peut un peu mettre ensemble ces pensées et ces sagesses est bon. Et ça va dans le sens d'un universalisme enrichi. En ce moment, on parle beaucoup de la montée des populismes. Est-ce que vous avez un regard critique sur ce qui est décrit comme la montée des populismes? Écoutez, je passe mon temps à penser que l'utilisation du mot populiste, qui est un mot très sympathique pour stigmatiser des politiques antipathiques, ça n'a pas de sens, d'autant moins de sens que le populisme a existé en Amérique du Sud comme mouvement d'émancipation des peuples qui étaient soumis à la féodalité aristocratique, terrienne et militaire. Les populistes, il y a eu l'APRA au Pérou, il y a eu dans des... Donc le mot populiste n'est pas adéquat. On n'a pas trouvé le mot qui convient. Alors moi, j'emploie le mot des systèmes néo-autoritaires. Des systèmes néo-autoritaires, semi-post-démocratiques, enfin, il n'y a peut-être pas de mot. Alors, c'est certain que nous vivons une époque mondiale régressive.
dans cette époque mondiale régressive, nous voyons non seulement la décomposition et la crise des démocraties qui sont en plus vides de tout contenu, mais de plus en plus l'idée qu'il faut trouver dans un chef charismatique le guide et la solution. Moi, je vois, même en Italie, c'est pas seulement ce qui se passe avec ces nouvelles élections. Il y a beaucoup d'Italiens que j'ai connus qui, eux, sont d'une génération qui n'ont pas connu Mussolini. Ah, si on avait Mussolini, un dulce, un chef. Autrement dit, on est dans une époque régressive à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne, puisque le phénomène, disons, la Turquie, qui est un pays aussi européen, est un pays néo-autoritaire, la Russie est un pays qui est aussi néo-autoritaire, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. La France, la France avec Jupiter. La France avec Jupiter. Là, écoutez, c'est vrai que c'est pas la même chose, parce que c'est de l'autorité douce. C'est pas le régime fondé sur les restrictions de la démocratie et fondé sur une idéologie xénophobe, un peu raciste, qui est beaucoup plus le fait du Front National ou de certaines forces de droite. Peut-être que la France peut aller vers, enfin, ou que Macron, dans des conditions, développe au point de vue autoritaire, mais on ne peut pas assimiler ce type, ce qui se passe. Au contraire, on peut dire que en France, notamment après le dialogue préélectoral entre Macron et Marine Le Pen, Macron a pu stopper la montée qui est alors irrésistible du Front National, indirectement provoquer une crise interne avec des zizanies que nous connaissons, et stopper là. Donc Macron donne un sursis de quelques années. Mais si ces années sont des années stériles, on retrouvera le problème. Et les gens réclameront un Kaiser. Les gens réclameront un leader charismatique pour s'extraire des problèmes de la crise, des problèmes climatiques ou des choses comme ça. J'ai pas bien compris. Est-ce que les gens, par le populisme, ou ce qui est appelé le populisme, vont réclamer un Kaiser, un leader charismatique comme Erdogan, Poutine, Kim Jong-un, Donald Trump? Écoute, peut-être, parce qu'il est certain que l'on voit que certains démagogues de type autoritaire comme Trump, etc., réussissent. Peut-être que Marine Le Pen a raté le coche. Peut-être que Macron se transformera en chef autoritaire, ce qui n'est pas. Mais je crois que pour le moment, la France n'est pas encore dans cette logique, mais qui la menace. Mais vous savez, on traverse des époques régressives. Dans ces cas-là, il faut avoir des oasis de résistance. Et puis après, arrivent des conjonctures meilleures, peut-être pour d'autres générations, parce que finalement, les régimes autoritaires, ils ont leur faiblesse, ils s'écroulent. C'est pas seulement... Ils s'écroulent pas seulement parce qu'ils sont des défaites militaires comme le nazisme, ils s'écroulent tout seuls, comme l'Union soviétique s'est écroulée toute seule. L'Union soviétique s'est pas écroulée toute seule. Hein. L'Union soviétique s'est pas écroulée toute seule. Oui. La course à l'armement y a fait pour beaucoup. Ah, écoute, elle s'est écroulée toute seule. Pourquoi? Parce que, elle a fait la guerre en Afghanistan. 2, elle s'est lancée dans la course aux armements avec les États-Unis. Mais 3, parce qu'elle a connu un réformateur humaniste qui était Gorbatchev, et que Gorbatchev a raté sa réforme. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à réformer l'économie, au contraire, il a aggravé la situation, il a réussi à apporter la glasnost, c'est-à-dire un peu de liberté, il a réussi encore, finalement, à détruire le pouvoir monopoliste du parti dont il était secrétaire général. Bon, il a conduit, alors après la suite, a conduit non pas
à ce qu'on peut appeler le marché économique, mais la domination des mafias, un chaos économique épouvantable dont ils sortent à peine. Mais je peux dire que l'Union soviétique, on ne l'a pas effondrée d'extérieur. Le nazisme, on l'a tué de l'extérieur. L'Empire austro-hongrois, il a été démoli par le traité de Versailles. L'Empire ottoman a été démoli par le traité de Versailles. Tout ça, c'est que... Donc, c'est assez intéressant de penser que... Voilà. Est-ce que vous avez un regard critique sur l'anarchie? L'anarchie? Eh bien, écoutez, pour moi, si je regarde ce qu'étaient disons, les aspirations profondes de rénovation à la fin du XIXe siècle, étaient associées entre elles le libertarisme, c'est-à-dire l'anarchisme, avec Bakounine, Kropotkin, qui était pour l'épanouissement de l'individu. Il y avait le socialisme qui était pour l'amélioration de la société. Il y avait le communisme qui était pour la communauté fraternelle de tous. Et il n'y avait pas encore l'écologie qui est venue plus tard. Mais ces courants étaient liés. Par exemple, pour Karl Marx, la dictature du prolétariat était provisoire pour aboutir à la société sans État et sans classe. Et d'ailleurs, c'est ce que Lénine écrivait peu avant la Révolution de 17 dans son livre « L'État et la Révolution ». Donc, le communisme, le marxisme avait pour finalité l'anarchie. Ce n'était pas entièrement opposé. Mais tous ces mouvements se sont opposés, et opposés avec violence. Les communistes ont détruit les socialistes, et quand il y a eu des tentatives communistes après la guerre de 18, les socialistes ont détruit la révolution communiste. Donc, mais moi, mon idée, c'est qu'il faut relier ces aspirations et qu'il faut respecter l'aspiration libertaire, qu'il faut l'intégrer. Et d'ailleurs, je pense qu'en France, cette tradition était assez occultée par la tradition marxiste, etc. Mais moi, j'ai connu des merveilleuses personnalités anarchistes, comme May Picquet, qui était une femme libertaire, et qui, du reste, pour montrer que son écuménisme, elle a voulu avoir un enfant noir, un enfant peau-rouge et un enfant juif. C'est-à-dire, mais il y a pas mal de... J'ai fréquenté des libertaires, et aujourd'hui encore, il y a ce centre libertaire rue des Vignoles, surtout qui maintient la mémoire des libertaires espagnols. Parce que moi, mon premier acte politique, quand j'avais 15 ans, c'était la guerre d'Espagne. Je suis allé à Solidarité Internationale Antifasciste, qui était un organisme libertaire, pour des colis à la colonne du Routy, qui était la colonne libertaire, et aux anarchistes de Catalogne. Moi, avant d'être pendant la guerre communiste, j'ai sympathisé avec tous ces mouvements qui ont été exterminés en Espagne, pas seulement par Franco, mais aussi par les communistes et les républicains, le POUM, qui était un mouvement gauchiste, et les libertaires. Donc, si vous voulez, moi, je respecte beaucoup les libertaires. Et en France, nous avons eu quand même... Brassens est un bel exemple de libertarisme. Michel Onfray, enfin, qui est un type un peu excessif, mais enfin, quand même... Moi, je crois qu'il faut reconnaître l'intérêt de la pensée libertaire en France. Vous avez un avis sur Michel Onfray? Hein? Vous avez un avis sur Michel Onfray? Il exagère. Ah ouais, on confirme. Il exagère. Mais enfin, il a fait des choses positives, comme son université populaire à Caen, mais je pense que dans ces polémiques, que ce soit contre Freud, contre Alain, contre tout ça, il se déchaîne, il exagère. Mais sinon, c'est un esprit laïque, intéressant, libertaire, mais voilà. On lui a raccroché au nez hier. Hein? On lui a raccroché au nez hier. On lui a raccroché au nez? On lui a raccroché au nez. Qui? Nous? Ah oui? Ouais, bon, c'est un détail. Est-ce que vous avez un modèle alternatif au capitalisme? C'est une question Internet, je vais la répéter un peu plus fort, puis je vais me rapprocher.
quel modèle alternatif au capitalisme? Alors, il n'y a pas de modèle. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une voie qui consiste à refouler progressivement, parce qu'on ne peut pas rien faire, on ne peut pas faire aucune révolution. Et même si vous faites de l'impôt sur les grosses fortunes, elles s'évadent toutes à l'étranger. Donc c'est pas ça, vous ne pouvez pas rien faire, vous ne pouvez pas le supprimer, rien. Vous pouvez refouler. Si dans les campagnes, vous favorisez l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture fermière, l'agriculture raisonnée, vous repoussez le pouvoir de ces énormes forces économiques. Si dans l'alimentation, si dans la consommation, vous changez les habitudes, ne serait-ce qu'en vous nourrissant du local, en évitant de prendre les produits en hiver qui viennent de l'été du continent, de l'hémisphère austral, en éliminant ces produits insanes, sucrés, qui donnent l'obésité aux jeunes, en évitant les produits futiles qui donnent soi-disant la beauté, etc., en choisissant les produits qui n'ont pas d'obsolescence programmée pour se détruire au bout de 10 ans, et en favorisant les produits durables et leur réparation, on peut progressivement refouler les puissances dominantes de l'argent et progressivement créer un mieux vivre qui s'étendra. Voilà les choses possibles, mais tout dépend de la conjoncture mondiale, tout dépend du reste, mais ça c'est possible. On arrive à la fin bientôt de notre interview. J'ai trois petites questions encore. Qu'est-ce qui tient votre compte Twitter? C'est vous? Oh, bien sûr, vous me prenez plus pour qui? Moi, ça m'indigne quand on pense que j'utilise des nègres pour faire mon compte. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit personnellement. Je n'ai jamais utilisé de nègres. Et quand j'ai eu des collaborateurs, j'ai donné leur nom. Alors mon compte Twitter est intégralement de moi. C'est un compte Twitter de quelqu'un qui a 25 ans, non? D'un gamin de 25 ans? Ouais. Écoutez, il y a de tout. Mais il y a des choses qui m'amusent et des choses très sérieuses que je dis. Vous savez, ce qui me plaît, c'est d'abord de pouvoir un peu espérer s'aimer des pensées qui me viennent et que je trouve soit intéressantes, soit utiles, soit amusantes. D'ailleurs, parfois, je glisse des idées qui correspondent à la pensée complexe qui m'anime, à mes propres pensées. Bon, parfois je cite des auteurs qui me plaisent pour donner du plaisir à ceux qui suivent mes comptes Twitter. Et parfois vous partagez des petits chats. Hein? Parfois vous partagez des petits chats. Oui, oui, parce que j'adore les chats. Bienvenue sur Internet. Écoutez, parce que moi je suis quelqu'un j'ai toutes les dimensions de l'existence. J'aime les chats, j'aime les chiens, j'aime la bonne nourriture. Enfin, il y a des choses, je suis un être humain normal. Non, ce qu'il y a aussi dans les tweets, c'est qu'ils vous obligent à faire ce que faisait La Rochefoucauld ou Joubert, c'est-à-dire de faire des maximes assez denses. Et donc d'être obligé d'avoir une expression à la fois forte et courte. C'est une sorte de challenge, de jeu qui parfois me plaît. Et puis le fait que, sans le vouloir, j'ai maintenant 109 000 followers, fait que maintenant, je me sens, de même qu'on est obligé de donner la béquille aux petits oiseaux là, qui viennent vous trouver, je me sens obligé de donner la béquille, et c'est-à-dire de dire, mais ce qui me sort par la tête, ce qui m'intéresse, ce qui m'arrive, voilà. Et vous en prenez beaucoup quand même de vos 109 000 followers. Hein? On voit que vous partagez beaucoup des publications qui ne sont pas de vous, c'est-à-dire vous imprégnez de l'Internet, beaucoup. Oui, mais oui, parce que je fais des lectures, et parfois je tombe sur un auteur qui dit une phrase qui m'intéresse,
Je suis tombé l'autre fois sur une phrase de Lichtenberg, cet écrivain allemand de la fin du XVIIIe siècle qui m'a plu, je l'ai mise, voilà. Je veux faire partager des choses qui m'intéressent. Une question un peu plus personnelle, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Je voudrais savoir la symbolique de vos bagues. Ma symbolique? De vos bagues. Est-ce que vos bagues ont une symbolique particulière? Écoutez, oui, parce que il y en a une, c'est une bague que j'avais trouvée dans un musée, c'est copié sur le modèle égyptien, et on voit Amon-Ra, le dieu égyptien, le dieu du soleil. Cette bague m'a plu, et je l'ai achetée, je la garde. L'autre, c'était mon père qui, quand je suis né, m'avait offert un petit collier en or. Et quand j'ai grandi, il a transformé le collier en bague, et j'ai cette bague depuis mon enfance. Je la garde, elle n'arrive même plus à sortir. Bon. Là, c'est mon alliance. Et là, c'est une bague où il y a les syllabes sacrées bouddhistes ou hindouistes. Voilà. Donc c'est un peu la mystique orientale qui se trouve là. Là, c'est la religion égyptienne parce qu'elle était très belle. Et puis voilà. Alors pourquoi est-ce que j'aime les bagues? J'en sais rien. On pose toujours la même question à nos invités. C'est d'ailleurs pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Bien, tout à l'heure, je vous ai dit que le monde était livré à une sorte de combat entre Eros et Thanatos. Et je vous dirais que, bien entendu, plus ils prennent le parti de tout ce qui est fraternel, de tout ce qui est amour, plus ils seront bien, même à travers les périls. Mais la chose que je leur dirais aussi, c'est que certainement, ils vivent une situation de précarité, souvent, d'incertitude quant à leur avenir. Mais je leur dirais, c'est vrai, mais que moi aussi, je suis d'une génération qui a vécu beaucoup d'incertitudes, avec en plus la guerre et l'occupation. Et dans le fond, on est dans une aventure humaine qui a toujours été tourmentée et dans laquelle on est inséré, qu'on le veuille ou non. Alors, je veux dire, sachez que vous êtes un moment dans cette aventure, que vous y participez. Essayez d'y participer de la meilleure façon. Et je leur dirais aussi, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne? Une vie bonne, c'est une vie où l'on peut épanouir ses propres aptitudes, ses propres aspirations, mais au sein d'une fraternité, d'une communauté et de l'amour. C'est pas l'égoïsme fermé, c'est pas se fondre dans une communauté fanatique et croyante, c'est à la fois l'un et l'autre ensemble. Je dirais, vivez, ça c'est la vie, allez dans ce sens. Voilà ce que je leur dirais. Edgar Morin, merci. Voilà.